Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la misère et la souffrance se dessinent sur le visage des populations victimes des exactions des groupes armés dans les régions anglophones. Fuyant le théâtre des violences pour une banlieue à Douala, elles viennent de bénéficier d'une assistance humanitaire gouvernementale. Malgré l'ampleur de la crise anglophone, le débat s'enflamme autour de la convocation de la conférence générale anglophone. Cette initiative du cardinal Christian Toumi et d'autres leaders religieux fait-elle peur au pouvoir public? Qu'en pense la classe politique? Ce soir, le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, s'exprime à cœur ouvert sur ces sujets brûlants d'actualité. Il évoquera en exclusivité la coalition qui compte former autour de lui pour battre campagne durant cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Elles sont près d'une soixantaine de familles qui viennent de bénéficier d'une assistance humanitaire gouvernementale résidant sur la sortie de la ville de Douala, sur la route de Yabassi, des familles qui ont fui les exactions des bandes armées dans les régions anglophones. Elles racontent l'horreur. Sur leur visage, la souffrance et la misère se dessinent et elles gardent une lueur d'espoir avec cette aide humanitaire apportée par le gouvernement. C'est un reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. À 27 km du centre urbain de Douala se trouve le village Ngoma, APK 27, sur la route de Yabassi. Ici, nous faisons la rencontre d'Aka Junior. Le jeune élève a fui les affrontements entre les sécessionnistes et l'armée à Mouyouka dans la région du sud-ouest. Traumatisé, il a trouvé refuge auprès de cette dame qui a accepté de l'héberger. On était derrière notre maison, on était en train de faire lui. Les gendarmeries avec les civiliens, eux étaient en train de bagarrer, ils ne savaient pas ce qui s'est passé, on était derrière. Comme notre maison est à côté de la route, ils sont en train de viser les fusils. Nous on est couru, entré au champ, parti dormir au champ quelques jours, avant qu'ils se traversaient que dans l'eau. Là-bas au champ, ils se traversaient que dans l'eau, là-bas au champ, il est venu ici à 27. Quand je suis arrivé ici, c'est mon bobo, elle m'a pris comme son enfant. Elle m'a nourri, elle m'a donné la nourriture, elle m'a donné le lit et j'ai dormi. Il faisait l'école là-bas, parce que c'est au niveau 2e année que c'est à la maison que ça me passait à l'école. Depuis lors, Aka Junior vit sous ce toit, chez Ngaoudette, et est considéré comme un enfant de la famille. C'est ce qu'il dort, c'est ce qu'il dort, c'est ce qu'il dort. Il est venu nous trouver aussi, on se bat aussi comme ça là. En plus d'Aka Junior, 60 familles environ qui ont fui les exactions des sécessionnistes et les affrontements dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest se réfugient désormais ici, au PK 27, dans l'arrondissement de Douala 5e. Ces familles sont les premières à bénéficier des retombées du plan d'assistance d'urgence humanitaire initié par le président de la République. Conduite par le secrétaire général de la région du littoral, une délégation est allée à leur rencontre pour leur remettre le nécessaire pour dormir et des produits de première nécessité. Un geste qui redonne du sourire. Ouni Samson, natif de Baoum, dans la Métioum, région du nord-ouest, l'accueille avec joie, se souvenant des moments difficiles qu'il a vécus. Ils sont déjà cassés l'autre maison, brûlés, fait tout ça, tuer mes frères même. C'est ça que ça m'a fait de fuir, de venir ici là avec ma femme, avec mes enfants, 4 enfants. Comme je suis arrivé ici là, je me souffre trop. À cause des problèmes de la maison, le problème de dormir sur le lit comme maintenant avec la nourriture. Donc je suis très content comme vous êtes déjà venu pour nous aider. Originaire également de la région du nord-ouest, Fotunga Gwen vivait avec ses parents à Kumba, dans le sud-ouest. Depuis 2017, elle n'est pas allée à l'école et a préféré prendre la fuite. Là-bas, quand ça a commencé, on fréquentait déjà. Ça a commencé, c'était avec le 2e trimestre. L'école n'allait plus bien. Donc, ça fait que je suis revenue ici là. Les histoires de ces déplacés internes, à cause de la crise anglophone, suscitent des émotions. Sabine Genkam, originaire de la région de l'Ouest, a passé toute sa vie à Mouyouka dans le sud-ouest. Puis, un jour, elle a tout perdu. On a compris le fusil, toum. Nous, on se disait que c'est un truc qui devait caler que de l'autre côté. Après, maintenant, on dit que tout le monde est au champ. Ils sont partis au champ. On se cachait au champ.
De temps en temps, quand ça calmait un peu, on sortait. Jusqu'à un jour, c'est plus grave. Mon type a dit que bon, il faut d'abord sortir avec les enfants. Je suis sorti avec les enfants. Lui-même, il est parti se cacher. Comme chaque fois, quand ça calmait, il venait. Il m'appelle maintenant, il dit qu'on a brûlé la maison. Il dit que brûler quoi? Il dit que c'est les gens là qui ont brûlé la maison. À peine 4 jours, on m'appelle encore qu'on lui a fusillé au champ. Qu'on lui a fusillé. Jusqu'à le demain, je ne suis pas encore parti. Donc j'ai plus fait maintenant contourner par Pendamboko. Arrivé à Pendamboko, c'était grave. On a commencé là-bas, je suis du coup venu ici. Arrivé ici maintenant, je suis bloqué. Le moyen de sortir, il n'y a même plus. Mes enfants, comme ils étaient dispersés. On m'a appelé maintenant que mon fils, même, on lui a arrêté, il est à Lokbaba, où c'est Lokbaba, c'est fait où? C'est question de cas d'identité. Donc là où je suis, même les pieds, je n'ai pas, même l'acte de mes enfants, rien, c'est comme ça. Les gestes que le gouvernement fait. Donc je vois qu'on a essuyé mes larmes. Et je vois que nous sommes dans l'encadrement maintenant. Donc ça me plaît beaucoup. La remise de ce matériel de couchage et des produits de première nécessité à ces déplacés internes issus de la crise anglophone s'inscrit dans la première phase du plan d'assistance d'urgence humanitaire dans la région du littoral. Malgré ce désastre social et économique observé sur le théâtre de la crise anglophone, le débat s'enflamme autour de la convocation de la conférence générale anglophone projetée à la fin du mois d'août 2018 à Buea, dans la région du Sud-Ouest. Favorable à cette initiative, le gouvernement rejette certains préalables énoncés par le cardinal Christian Toumi et d'autres dignitaires religieux. Ces préalables portent sur le cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone, mais aussi la libération des personnes interpellées dans le cadre de cette crise, des préalables qui pourraient pourtant baliser le chemin vers un dialogue social, inclusif, national, qui puisse être apaisé. Des précisions avec Donald Brice Kamgan dans ce reportage. C'est le ministre de la Communication qui donne le ton en fin de semaine dernière, évoquant la conférence sur la crise anglophone suggérée par les leaders religieux. Issa Chiouma Bakari explique que le gouvernement est favorable à tout projet de recherche de la paix, sauf qu'il émet des réserves sur les conditions proposées par le cardinal Christian Toumi et ses pairs. D'abord, sur la libération des détenus, le pouvoir estime qu'ils feront face à la loi. Ceux qui sont aujourd'hui dans le processus judiciaire sont poursuivis par la République du Cameroun, État libre, souverain, internationalement reconnu, pour des crimes et délits qu'ils ont commis sur son territoire ou ailleurs, portant atteinte aux biens, aux personnes et à l'intérêt et à la sécurité nationale. L'argument de la primauté de l'État est relativisé par d'autres leaders d'opinion qui évoquent la nécessité de faire face à la grave crise actuelle dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'entends les gens dire que oui, si le gouvernement libère, ça veut dire que l'État a échoué. Mais l'État n'est pas le propriétaire du peuple. C'est le peuple qui est le propriétaire de l'État. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque le peuple, lorsque la nation, une fraction de la nation, a une exigence majeure, l'État doit l'écouter, quitte à faire des concessions. Sur la nécessité du cessez-le-feu, les positions achoppent également. Yaoundé fait jusqu'ici prévaloir l'urgence du maintien de l'ordre dans les zones en crise. D'arrêter leurs armes, de faire le cessez-le-feu, de sortir du bois et d'arrêter de terroriser les populations, de tuer les représentants de la République, de paralyser la vie nationale et de vouloir porter atteinte à notre intégrité territoriale. Les groupes armés, eux, ne démordent non plus. Ça persuade les autres anglophones qu'il y a une démarche de dialogue en cours. Ça signifie qu'on a commencé à les prendre en compte, à tenir compte d'eux. Ça, c'est la première chose et c'est extrêmement important sur le plan psychologique. Dans quelles conditions cette All Conference programmée à la fin de ce mois se déroulera-t-elle? Les développements de l'actualité politique renseigneront. Cette convocation de la conférence anglophone générale continue de faire des vagues. L'on note la réticence des pouvoirs publics, une réticence qui suscite des interrogations. Cette conférence anglophone fait-elle peur à ceux qui ont échoué sur le théâtre de la crise anglophone? Elle demande la réponse avec Joël Essengé et Ike Cyril. Les pourfendeurs de la All Anglophone General Conference se recrutent à la fois dans les rangs des sécessionnistes et dans le camp du gouvernement. Chez les sécessionnistes d'abord, une conférence pour mettre fin aux troupes dans le nord-ouest et le sud-ouest leur ferait perdre, au dire des analystes,
les prébendes que procure cette crise finalement bien entretenues. Il y a un certain nombre qui ont développé une économie de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a un entrepreneuriat de la situation de conflit qui profite à un certain nombre d'individus et qui ne tiennent pas en réalité à voir la situation nécessairement résolue. Côté gouvernement ensuite, accepter la tenue de la conférence serait signe de faiblesse, d'autant que les pouvoirs publics n'ont pas été en mesure jusqu'ici de trouver une solution à la crise anglophone. Le pouvoir en place voudrait avoir le monopole de l'initiative. Et à ce titre-là, qu'une initiative vienne qui plus est d'une personnalité qui a toujours été suffisamment critique à l'endroit du pouvoir en place, c'est un peu comme si il y avait une concurrence au niveau de la gestion du Cameroun, et c'est comme si de ce point de vue-là il y avait aussi une manière de remettre en question les capacités du pouvoir en place d'arriver à gérer cette situation-là. Le gouvernement pourrait également évoquer des questions de calendrier, pensent les experts, pour justifier sa méfiance vis-à-vis de la conférence programmée quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle. L'agenda qui est celui choisi par cette convocation de la conférence semble être en concurrence avec un autre agenda qui est officiellement connu, celui de la présidentielle. Et ne vous attendez pas à ce que le pouvoir en place soit en train de l'accepter sous cet angle-là. Mais à y regarder de près et vu l'urgence de la situation, préviennent les analystes, il vaut mieux y aller. Toutes les possibilités qui sont ouvertes pour un dialogue doivent être prises au sérieux. Maintenant, au lieu de se mettre à critiquer la proposition qui est faite par le cardinal Toumi et consorts, il vaut mieux peut-être proposer autre chose. Et comme ça, quand on n'a plus d'une proposition sous la main, on avise et on se rend compte de la meilleure des propositions. À mon sens, pour l'instant, il faut prendre cela comme étant une proposition. Prévue à la fin du mois d'août, la All Anglophone General Conference est censée harmoniser les points de vue dans la perspective d'une sortie de crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et dans la région du Sud-Ouest, le gouvernement vient de débloquer environ 8 millions de francs CFA pour les familles sinistrées lors des inondations et éboulements de terrain survenus à Limbe. Dans cette région, 4 millions de francs CFA doivent être distribués aux familles des personnes décédées durant ces catastrophes. Environ 200 000 francs CFA sont prévus pour chacune des familles ayant perdu des biens matériels. Décision du ministre de l'Administration territoriale. Face à la récurrence des accidents mortels sur les axes routiers, le gouvernement multiplie les suspensions des agences de transport après Garantie Express suspendue pour une période de 2 mois. Le ministre des Transports a décidé de suspendre Général Voyage pour une durée de 2 mois avec sursis pendant 6 mois. Mais l'agence reste opérationnelle à condition qu'il y ait une épée de Damoclès qui plane sur cette agence de transport Général Express. Pour mieux comprendre les décisions du ministre des Transports, je vous propose de suivre les guides avec Innocent Abega et Gladys Sidje. À la direction générale de Garantie Express à Douala, les véhicules sont parqués. Aucun voyage n'a été effectué entre Douala et Yaoundé au lendemain de la décision ministérielle. Des employés réunis en petits groupes ont du mal à digérer le congé technique de 1 mois qui leur est imposé. Ce n'est pas l'affluence des grands jours. À Général Voyage, par contre, l'ambiance est tout autre. Les activités sont en cours. Pourtant, cette compagnie de transport a de nouveau été suspendue, juste 3 mois après la levée de la première suspension. Sauf que la décision ministérielle prise cette fois ne nécessite pas que l'agence soit fermée. Il s'agit d'une décision avec sursis.
Et en la matière, il s'agit des mesures qui sont prises soit par l'autorité administrative, soit par l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que la sanction est prise. Elle est là, mais elle n'est pas encore appliquée. C'est-à-dire que si cette compagnie de transport ne satisfait pas aux exigences qui ont été prises par le ministre, alors la sanction sera donc appliquée pour une période de 2 mois. C'est-à-dire qu'on lui donne une période d'observation pendant 6 mois. On va l'observer, on va regarder un peu ce qui se passe, on va regarder ses ajustements. Si cette compagnie respecte le cahier des charges, si elle respecte les préoccupations du ministre et la loi en général dans la matière, à passer le délai de 6 mois, on remet le compteur à 0. D'autres termes, ça veut dire que la compagnie de voyage continue à fonctionner normalement. Sauf que cette fois-ci, elle est dans le viseur du ministre des Transports. C'est une sorte d'avertissement. Le ministre des Transports reproche à ces 2 agences de voyage le non-respect de la réglementation en vigueur. À l'origine, selon lui, des accidents sur les axes routiers. Seulement, les experts en sécurité routière pensent que seule la sanction ne suffit pas pour éviter les hécatombes sur les routes. La sanction, elle a sa place, mais ma peur, c'est que la multiplication des sanctions puisse devenir contre-productif, parce qu'à la limite, lorsqu'on sanctionne, ma foi, il faut évaluer les effets de cette sanction. Est-ce que les autres qui ont été sanctionnés par le passé, est-ce que nous avons évalué, n'est-ce pas, l'effet que cette sanction a eu sur ces compagnies de transport? Je ne suis pas sûr, dans la mesure où une de ces agences a eu une sanction de 3 mois de suspension, bien que ramenée à 1 mois, mais à la levée de la sanction, quelques semaines après, la même agence se retrouve encore dans les cas d'accident. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'interroger notre sanction? Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça porte des fruits? Le problème de fond dans notre environnement, c'est le management de la sécurité routière. On a l'impression qu'on fait du saupoudrage. Les responsables de la compagnie de transport Général Voyage ont rendu public un communiqué dans lequel ils disent avoir pris acte de la décision du ministre. Ils s'engagent à remplir le cahier de charges en travaillant avec plus d'ardeur pour pallier aux manquements constatés et à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur. Restons sur la route où des transporteurs routiers ont désormais peur pour leur vie au regard de cette altercation qui a dégénéré lors d'un contrôle routier à Bacham. Le refus de payer des droits de passage illégaux a coûté la vie à un transporteur routier. Du coup, ces cas d'arnaque, de corruption et d'abus d'autorité se multiplient selon les plaintes des transporteurs. Ils s'expriment dans ce reportage de Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. L'incident malheureux qui a entraîné mort d'homme à Balégang dans les Bamboutos réactualise la problématique des rapports entre les forces de maintien de l'ordre au poste de contrôle et les usagers de la route, comme s'indigne cet ami d'Arnaud Téné tombé sous les balles d'un gendarme de la brigade de Bacham il y a moins de 48 heures. Bon, ils ont commencé à tirer. Il a tiré sur le pneu de la voiture d'abord. Il a démarré pour partir, maintenant il a encore tiré maintenant une balle. Ça lui a pris maintenant la nuque. Il est mort sur place. Le monsieur a fui. À cause de 500, il ne lui a pas donné 500. Sa déclaration traduit l'inquiétude des transporteurs urbains et interurbains devant cette facilité de certains hommes en tenue à dégainer sur eux pour un rien du tout. On est comme parce que nous on a fait. Tu prends dans ta rose comme si tu deviens un Boko Haram. On est quoi dedans? Un transporteur. Sur nos axes, l'argent est bien le vrai nerf de la guerre entre transporteurs, policiers ou gendarmes routiers. Le paiement du droit de passage, une obligation qui ne se négocie pas, même si le conducteur détient tous les documents exigés et son véhicule en parfait état. Nous, on se pose la question à savoir si les contrôles qu'on dépose en route aujourd'hui, c'est pour les papiers que l'État nous demande de payer pour faire fonctionner nos voitures. Mais c'est devenu plutôt un problème de payer de l'argent pour traverser un poste de contrôle. Tu as un dossier complet, tu es chaussé, tu as tous tes papiers conformes. C'est tout comme ça, si tu ne donnes pas 500, tu peux te confisquer sur place pendant des heures de temps. De l'arbitraire, abus de tout genre et actes de corruption au poste de contrôle. Ces pratiques s'opèrent à ciel ouvert. Que le gouvernement agit, que le président lui-même voit ce qui est en train de se passer. La corruption va tuer tout le monde. Ça, c'est trop de corruption. De jour comme de nuit, la vérification du dossier des véhicules est donc devenue moins qu'une formalité. Mais le péage déguisé, un impératif sans concession, qui ne s'y conforme pas, peut en un laps de temps payer au prix fort de sa vie. C'est aussi l'opportunité de s'interroger sur la valeur de l'enquête de moralité dans le recrutement de forces de maintien de l'ordre censées sécuriser le citoyen et non le contraire.
Le bout du tunnel est loin d'être atteint pour des instituteurs. 2 ans après avoir réussi au concours spécial de recrutement à la fonction publique, ils peinent à entrer en possession de leur acte d'intégration à la fonction publique. La fameuse contractualisation se pose avec acuité depuis de nombreuses années au Cameroun, un véritable parcours de combattant pour cette couche sociale. C'est le constat que font nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Bien qu'ayant bénéficié de quelques attentions de la part des pouvoirs publics, les instituteurs contractuels et maîtres de parents ne sont pas au bout de leur souffrance. La gestion de leur carrière demeure un véritable casse-tête chinois. Je suis lauréat du concours spécial d'intégration de 2016 et ce n'est que tout récemment que je venais d'obtenir mon acte d'intégration. On déplore les lenteurs enregistrées au niveau du traitement de ces dossiers. Moi, je peux encore me réjouir parce que j'ai eu déjà mon acte d'intégration, mais il y a ceux de nos collègues qu'on a appelés IC0 qui n'ont jusqu'ici pas encore leur acte d'intégration. À la lueur où vont les choses, peut-être ils vont avoir leurs actes d'intégration après 2025. Donc vivement que les uns et les autres se mettent au travail et qu'il y ait une célérité. Des difficultés et bien d'autres qui ont été passées en revue au cours de cette rencontre. Comme nous avons déposé nos dossiers d'intégration à la fonction publique, est-ce qu'avant la rentrée du 3 septembre, nous serons en possession de nos actes d'intégration pour pouvoir enfin sourire et jubiler? Donc c'est toute ma préoccupation. Parce que j'ai commencé au ministère de l'Éducation de base, ils ont dit qu'on y a envoyé au MIFOPA. Et le MIFOPA est sur ça, parce que je suis de la région de l'Est. Donc ils nous ont demandé d'attendre. Les représentants des ministères en charge de l'éducation et de la fonction publique ont tenté quelques explications. Les instituteurs contractuels et maîtres de parents espèrent voir les choses bouger, même s'ils ne crachent pas sur les quelques avancées enregistrées. Par rapport à l'intégration des instituteurs contractuels, vague IC0, vague IC1, vague IC2. Nous remercions également le gouvernement par rapport à la contractualisation des instituteurs sortis des ENIECH et des ENIET. Il y a eu jusqu'ici plus de 9000 instituteurs contractualisés au niveau de l'éducation de base et plus de 1000 au niveau des enseignements secondaires. Mais il n'est pas question de dormir sur ses lauriers. Aussi, le syndicat entend-il poursuivre ses actions afin que les seigneurs de la crèche jouissent enfin d'une carrière respectable. Parce que la demande est très criarde sur le terrain. Vous avez des écoles où il n'y a qu'un seul instituteur formé. Le reste, c'est des gens qu'on a pris au quartier comme ça pour enseigner nos enfants. Il y a des écoles où il n'y a qu'un seul instituteur pour toutes les classes de la CIL au cours moyen 2. Donc notre action, c'est de continuer à mettre la pression, à rappeler à l'État qu'il a le devoir de recruter ces gens qu'il a formés dans ses propres écoles. Il y a un problème, c'est qu'il y en a qui ont atteint 40 ans et qui ne peuvent plus postuler. Si l'État pouvait vraiment revoir cette situation-là, afin de récupérer tous ceux-là qui ont atteint 40 ans, en supposant qu'ils pourront cotiser pendant 15 ans avant d'aller à la retraite. Habitué à mettre la pression sur le gouvernement, au travers notamment des grèves, il n'est pas exclu que des actions fortes soient menées dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire. Je vous le disais en titre, l'un des candidats déclarés à cette élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'invité politique du 20h, à l'heure où la crise anglophone cristallise l'attention de la République, au moment où le Cameroun se dirige vers cette élection présidentielle prévue en octobre 2018, il réagit sur ces questions brûlantes d'actualité après une grande tournée politique dans le Grand Nord. Le professeur Maurice Kamto, invité du journal de 20h, c'est dans un court instant. Avec nous, professeur Maurice Kamto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat déclaré du MRC à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Vous avez suivi ce débat autour de cette convocation de la conférence anglophone générale. Il y a une levée de boucliers. Le maire de Boya s'oppose à la tenue de cette conférence dans sa ville. Certains membres du gouvernement sont réticents au niveau des préalables posés pour cette conférence anglophone. Que pensez-vous de cette initiative? D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de commenter quelques points saillants de l'actualité politique, mais également sociale, économique éventuellement de notre pays. S'agissant de cette conférence qui a été initiée et
dont la convocation a été rendue publique. D'abord, je dirais que je suis surpris par la réaction de ceux qui sont réticents à la tenue d'une telle conférence. Parce que, voyez-vous, depuis 2 ans, nous sommes confrontés à une situation extrêmement préoccupante et en tout cas sans précédent dans l'histoire récente de notre pays. Le gouvernement a montré soit son incapacité, soit son manque de volonté de régler cette crise. Et voilà que des initiatives de bonne volonté, justement, veulent créer les conditions d'une sortie possible de cette crise à travers une conférence qui peut apporter un apaisement. Je ne connais pas les objectifs. Vous parlez, enfin certains ont parlé d'agenda caché, mais nous ne pouvons pas développer une politique de soupçon chaque fois que des Camerounais prennent une initiative pour répondre à une situation qui déchire notre pays. Et donc, sur le principe, déjà, j'estime qu'on ne devrait jamais refuser à des Camerounais qui veulent se mettre ensemble pour réfléchir et trouver des solutions à des problèmes qui se posent au pays de le faire. Qui plus est, il s'agit d'un problème auquel, je le répète, le gouvernement manifestement a été incapable ou n'a pas voulu apporter une réponse idoine. Et donc, il me semble qu'une telle conférence est la bienvenue dans le contexte actuel. Alors vous êtes encore une fois, si vous permettez, je ne sais pas quels sont les objectifs de la conférence. Justement, je vais vous donner des éléments sur cette conférence anglophone. Les objectifs visent à réunir les populations des 2 régions pour qu'elles discutent sur les problèmes communs concernant les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'elles désignent leurs représentants qui doivent participer à un dialogue national inclusif sur le problème anglophone. C'est en tout cas le vœu du cardinal Christian Toumi et les autres leaders religieux. Quelle est votre analyse des objectifs fixés à cette conférence? Si tels sont les objectifs, il me semble que le gouvernement devrait saluer, mais vraiment chaleureusement, les initiateurs de cette conférence. Pourquoi? D'abord parce que il s'agit justement des 2 régions concernées. Et donc, qu'elles veuillent se mettre ensemble pour réfléchir aux moyens et aux modalités de sortie de cette crise, ça devrait être une démarche saluée non seulement d'ailleurs par le gouvernement, mais par tous les autres Camerounais. Mais les conditions d'organisation semblent diviser davantage l'opinion concernant la libération des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de la crise, mais aussi le cessez-le-feu de la part des différentes parties impliquées sur le théâtre de cette crise. Ça, ce sont des préalables. Et là, nous ne discutons pas pour l'instant des préalables, nous discutons du principe. Que le gouvernement dise « je ne vais pas répondre à certains préalables », je peux comprendre. Mais que d'emblée, on jette la suspicion sur la conférence et que certains d'ailleurs se braquent contre cette conférence, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et que de toute façon, je ne peux pas entendre. Parce que, encore une fois, il s'agit des 2 régions affectées où des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Deuxièmement, n'oubliez pas que à diverses occasions, le gouvernement a dit « mais avec qui voulez-vous que l'on discute ?» Et voilà qu'ils disent « nous allons nous réunir et aussi désigner ceux qui peuvent prendre part au dialogue » et qu'on nous dise « non, ils n'ont pas le droit de le faire ». Cela aussi est, j'allais dire, une preuve supplémentaire de l'absence de volonté du gouvernement de régler cette crise. Parce que si les 2 régions peuvent se mettre ensemble pour désigner donc leur porte-parole légitime à un dialogue qui serait initié à l'échelle du pays, quoi de plus normal? Cela devrait être salué. Vous êtes candidat à cette élection présidentielle prévue cette année, une année où les régions anglophones sont confrontées à une escalade de violences meurtrières. Vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour éteindre les braises ardentes de cette crise anglophone? Je crois pouvoir dire sans forfanterie que nous avons été les premiers à proposer une démarche qui aurait pu nous permettre de régler cette crise sans que les Camerounais soient amenés ou obligés de verser le sang d'autres Camerounais. La première étape, et je répète toujours, était d'envoyer une mission de paix, d'apaisement, de désescalade, avec un certain nombre de mesures symboliques d'accompagnement. Délégation politique, par essence, composée de personnalités de la société civile, des autorités religieuses, des autorités traditionnelles venant des différentes régions du pays, des personnalités crédibles, peut-être des représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, porteurs d'un dialogue de paix pour rassurer nos compatriotes anglophones que non seulement ils sont des citoyens à part entière de notre pays, mais qu'ils sont des frères
et sœurs des Camerounais de l'autre rive du Mungo. C'est l'histoire, le hasard de l'histoire que personne n'a demandé, ni les anglophones, ni les francophones, qui nous ont amenés à cette situation de biculturalisme, ou en tout cas où il y a deux entités linguistiques, d'ailleurs basées sur des langues étrangères dans notre pays. Et donc, ça ne devrait jamais être brandi comme un facteur de division. Une fois que cela aurait été fait, avec effectivement un certain nombre de mesures d'accompagnement des populations qui ont été spoliées. Certains sont dans les bourses, d'autres dans des camps de réfugiés. Certains ont perdu leur maison, d'autres des villages entiers. Il doit y avoir, comme première urgence, des mesures d'accompagnement pour que ces personnes reprennent une vie normale. Ensuite, deuxième moment, on ouvre le dialogue. Et un dialogue inclusif, les Camerounais sont suffisamment patriotes, assez intelligents, pour trouver en eux-mêmes les solutions idoines à une telle crise. Et je pense que cette solution étant trouvée dans le cadre d'un dialogue inclusif et sincère, on aurait acté cela dans la Constitution, suivant les modalités à choisir, que ce soit par le biais d'un référendum ou par le biais de l'Assemblée nationale. Justement, à ce sujet, l'ambassadeur de France au Cameroun et le chef de l'État, Paul Biya, ont encore discuté de la crise anglophone. Ce jeudi, au cours d'une audience qui s'est tenue en mi-journée au Palais de l'Unité, le diplomate français invite les Camerounais à s'engager pour la paix, l'unité et promouvoir la diversité, socle de vivre ensemble. Pour vous, professeur Maurice Kamto, quel rôle la communauté internationale, Paris, Washington, peuvent jouer dans la résolution de cette crise anglophone? Vous savez, nos compatriotes sont toujours très méfiants quand on parle de la communauté internationale. Je voudrais, pour ma part, insister sur ce que nous sommes capables de faire en tant que nation. Et vous m'avez demandé tout à l'heure, pour aller jusqu'au bout de ma réponse, qu'est-ce que je ferais si demain les Camerounais me faisaient l'honneur de faire de moi le 3e président de la République de ce pays. Ma première sortie politique serait dans les régions anglophones, nord-ouest, sud-ouest. Ma première sortie politique nationale. J'irai là porter un message de paix. J'irai là rassurer mes compatriotes. Et après, je mettrai en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadre d'un dialogue dont les résultats devront être consignés dans la Constitution de la République. En clair, vous serez prêt à céder sur la forme de l'État, sur un système de gouvernance fédéraliste, comme certains le revendiquent, au-delà de la décentralisation prônée par le gouvernement actuel? On n'a pas à céder sur quoi que ce soit. Justement, l'erreur vient de là. Quand on parle de céder, on a l'impression que quelqu'un fait une concession ou lâche quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous sommes une nation. Nous sommes un même État. Et j'ai toujours dit qu'une nation est une invention de chaque jour. Ça n'est pas quelque chose gravé une fois pour toutes définitivement dans le marbre. Nous devons construire. Chaque fois, il y aura des problèmes. Il y a des nations qui ont 1000 ans, qui sont aujourd'hui encore confrontées effectivement à des revendications particularistes. En ce qui me concerne, j'ai dit, ce n'est pas le contenant qui est primordial, c'est le contenu. Et qu'est-ce que c'est que le contenu ? Toutes les régions du Cameroun, et en particulier les régions du nord-ouest et du sud-ouest, veulent davantage d'autonomie pour pouvoir gérer leurs affaires au niveau régional, répondre avec la célérité voulue aux problèmes de leur population, trouver les solutions idoines pour le développement de leur région, sans avoir de parcourir 1500 km pour venir à Yaoundé pour ceux qui partent de l'extrême nord, ou de venir signer un papier que l'on aurait pu signer à Bamenda ou à Garoua ou à Maroua ou ailleurs. Mais la particularité des deux régions anglophones, c'est que à cette nécessité ou à ce besoin d'autonomie vient s'ajouter ou se surimposer, si vous voulez, un héritage historique. Je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas demandé. Quelquefois, j'entends les francophones dire, mais que veulent les anglophones? Et moi, je dis, que veulent les francophones? Pourquoi est-ce que l'on fait comme si la question anglophone était une invention d'une partie du pays? En 1916, notre pays s'est retrouvé partagé en deux. Condominium franco-britannique à la suite de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Et voilà tout le point de départ. Donc ils ont un héritage, comme nous avons, nous francophones, un héritage et que nous devons respecter. Une fois qu'on a compris cela, on comprendra pourquoi j'ai toujours été favorable qu'une fois que l'autonomie est donnée à toutes les régions, pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il faut un statut spécial qui leur permet de prendre en compte justement cet héritage historique qu'ils tiennent de leur, du mandat et de la tutelle britannique pendant près de 70 ans. Professeur Maurice Kamto, sur la route d'Etoudi 2018, vous envisagez de concevoir une machine électorale
aux couleurs d'une coalition politique. Où en êtes-vous avec ce projet aujourd'hui? Vous savez, vous qui êtes un bon observateur de notre scène politique, que personne ne veut la coalition autant que moi. Et personne n'a œuvré autant que moi pour qu'il y ait une coalition. Je donne quelques faits. J'ai rencontré à ce jour tous les leaders des principaux partis politiques de l'opposition, à une ou deux exceptions près. Si je pense par exemple à l'UNDP, dont je n'ai pas pu rencontrer le dirigeant, bien qu'il soit d'ailleurs dans une plateforme gouvernementale officielle avec le RDPC, mais j'ai écrit formellement, je n'ai pas pu. Et l'UDC, que je n'ai pas encore pu rencontrer en dépit de toutes sortes de démarches. Mais j'ai rencontré tous les autres, que ce soit le candidat du SDF, que ce soit les représentants du SDF à travers le secrétaire général du SDF, le président de NAO, le président du CPP, la présidente du CPP, Offre Orange, Manidem, Purs, et que sais-je encore. J'ai rencontré tout le monde. Et je pensais qu'à partir de là, on pouvait dire, on forme une coalition qui va d'ailleurs au-delà de la présidentielle. Parce qu'une coalition, pour moi, c'est pas simplement une coalition pour le contrôle de l'exécutif, c'est une coalition aussi pour partager les sièges au sein du Parlement, pour avoir une majorité de coalition, comme les Sénégalais ont su en construire une autour du président Macky Sall. Et à l'heure actuelle, professeur Maurice Kamto, quels sont les leaders politiques qui ont rejoint cette coalition, à l'heure où nous parlons? J'ai annoncé dans ma conférence de presse hier que je communiquerai aux Camerounais le résultat de mes consultations après que Elekam aura rendu public la liste des candidats dont la candidature a été validée à l'élection présidentielle. Pour quelle raison vous pourrez attendre que de lever le voile sur ceux qui seront réunis ensemble? Je comprends que vous veuillez avoir le scoop, mais permettez-moi justement de respecter notre propre calendrier. D'une part parce que, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de formations politiques qui ont accepté justement d'entrer dans une coalition avec nous et que nous sommes encore en contact avec d'autres partis politiques. Les discussions se poursuivent, les liens ne sont pas rompus, même si on ne peut pas s'attendre toujours à des miracles. La discussion porte-t-elle sur celui qui va porter celui qui sera le porte-flambeau de cette coalition? C'est un point important, parce que nous devons éviter de leurrer les Camerounais. Vous savez, par le passé, on a fait croire aux Camerounais que l'on aboutirait à un candidat unique de l'opposition. Et la population camerounaise a vécu dans cet espoir. Pourquoi à la fin, à la veille de l'élection, on leur dit ça a été impossible? C'est catastrophique, parce que c'est le plus sûr moyen d'amener les Camerounais à rester chez eux et de ne pas aller voter. Quelles sont les garanties aujourd'hui qu'une coalition pourrait permettre de mobiliser les Camerounais durant cette élection présidentielle? Je pense que les Camerounais en font la demande. Mais j'ai toujours mis tout le monde en garde qu'il n'y aura pas de candidat unique de l'opposition pour une raison très simple. Laquelle? C'est que même si vous parvenez, parmi les acteurs actuellement connus, à avoir un candidat unique, comme je le disais, le gouvernement pouvait et peut toujours susciter un autre candidat, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'une élection, c'est au-delà simplement des coalitions d'état-major. C'est après cela la capacité de la coalition à créer une dynamique autour de la candidature que l'on aura retenue, parce que c'est la population, c'est le peuple, ce sont les électeurs qui portent une candidature. Savez-vous pourquoi le candidat du SDF a fait le score qu'il a fait en 92? Certains disent qu'il a perdu, d'autres disent qu'il a gagné, et donc on peut en débattre. Mais il a porté une candidature qui était remarquable. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'il y a eu une dynamique autour de sa candidature qui était l'Union pour le changement. C'est ce que nous voulons créer, c'est ce déclic-là. Les Camerounais sont demandeurs de la coalition. Mais les Camerounais observent plutôt une dynamique autour de la candidature de Paul Biya. Vous avez suivi ces 20 leaders politiques qui se sont présentés comme des leaders d'opposition, qui ont choisi de rejoindre Paul Biya, présenté comme l'assurance tout risque pour ces 7 prochaines années à la tête du Cameroun. Que pensez-vous de ce ralliement? Est-ce que j'ai rien à penser, chacun est libre de faire ses choix. C'est au peuple camerounais, ensuite, d'apprécier l'itinéraire et les choix de ses dirigeants, donc de ceux qui, un jour, se présentent à eux comme étant de l'opposition et tirant d'ailleurs à boulet rouge, sans aucun ménagement, sur celui qu'ils rallient. Ensuite, le lendemain, sans coup férir et sans expliquer pourquoi. Il y a de nombreuses vidéos qui circulent et qui nous montrent justement ces dirigeants de l'opposition qui ont rallié ce candidat-là, en train de dire qu'il est incapable de gouverner, que c'est le pire, justement, des dirigeants que l'on est en Afrique et toutes sortes et l'affuble de toutes sortes de noms d'oiseaux. Aujourd'hui, c'est à eux d'expliquer aux Camerounais. Ne me demandez pas ce que j'en pense. Moi, ce qui me préoccupe, c'est comment, effectivement, demain,
sortir avec une dynamique qui montre aux Camerounais que nous sommes dans une logique de coalition, ou en tout cas dans une dynamique de victoire avec ceux qui auront rejoint justement notre coalition. Que ce soit d'ailleurs des partis politiques ou des personnalités de la société civile, nous voulons bâtir une dynamique et une coalition gagnante. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Nous œuvrons à cela et je crois que nous rendrons public les résultats de nos démarches après la publication de la liste des candidats retenus par ELECAM. Merci, professeur Maurice Kamto. Je précise que vous êtes le président national du MRC et candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre. Si vous aviez une minute, je dirais une dernière petite chose sur la coalition. Le candidat, ou en tout cas le camp d'en face, qui présente un candidat qui a donné probablement le meilleur de lui-même en 36 ans, et avec l'âge respectable que nous respectons en Afrique, mais qui veulent nous faire croire que maintenant il peut courir les 100 mètres qu'il n'a pas couru 36 ans plus tôt. Je disais que, en fait, le piège qu'ils tendent aux autres Camerounais, c'est quoi? C'est de décrire par avance l'échec des candidats de l'opposition, en disant, si l'opposition ne fait pas une coalition, elle ne peut pas gagner. Et comme elle n'a pas fait de coalition, elle a perdu. C'est mathématique, mais c'est faux parce que les prémices sont totalement inexactes. Parce que tout le monde dit, et c'est valable au Cameroun comme ailleurs, c'est la capacité de chaque candidat à présenter un profil qui parle aux Camerounais. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour vous-même dans votre vie et pour votre pays? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais comme projet pour faire ensemble avec eux les transformations nécessaires, la modernisation dont notre pays a besoin? Et donc, le fait de dire s'il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de victoire, c'est une tentative d'écrire par avance l'échec de l'opposition. Et c'est pour cela que je dis aux Camerounais, écoutez, regardez chacun. Regardez les itinéraires de tous les candidats, y compris du candidat sortant. Voyez l'offre politique, voyez ce qu'on peut encore, et l'état de notre pays. On n'a pas eu le temps d'en parler. Je viens d'une tournée dans l'extrême nord. Quand on sort de là, quand on a vu le pays profond, on comprend que effectivement notre pays est dans une situation où on ne peut plus se contenter des beaux discours sur le plateau de télévision. Merci, professeur Maurice Kamto. On aura le temps de pouvoir dérouler votre offre politique dans le cadre des programmes spécialisés d'Equinox Télévision qui viendront dans les tout prochains jours concernant cette présidentielle 2018. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et juste après cette édition du 20h, l'émission Equinox Soir se poursuit. Serge Alain et ses invités font le débrief du journal de 20h. Serge Alain.